Voilà pour la partie technique. Maintenant, le sujet du jour. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par Patrick House, responsable des partenariats stratégiques pour l'Europe. Bonjour Patrick. Et Patrick va donc nous parler du RDRS. Donc, RDRS pour Registration Data Request Service. Il s'agit de la réponse de l'ICANN au blackout du WIS, qui, comme vous le savez, a lieu depuis l'entrée en vigueur du RGPD en 2018. Patrick, je te laisse la parole. Bienvenue et merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci effectivement de nous retrouver à l'occasion de ce webinaire dédié au RDRS. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette présentation d'aujourd'hui. Et je vais vous passer en revue très rapidement l'agenda du jour. On va peut-être replonger, mais vraiment très rapidement, dans des aspects un peu historiques relatifs au WIS, donc cette fameuse base de données d'informations relatives aux titulaires des noms de domaine, avant de détailler effectivement ce qu'est le RDRS, avec plusieurs éléments. Donc, qui va utiliser RDRS, quelles sont les principales caractéristiques de cet outil, ses bénéfices, mais également les limites, et on verra qu'il y en a un certain nombre. On fera ensuite un petit focus particulier sur les services d'enregistrement anonyme qu'on appelle souvent les proxys. On parlera également de délais de mise en place avant de partir sur une démo de RDRS pour que vous puissiez beaucoup mieux appréhender la façon dont ce service de l'ICANN fonctionne. Alors pourquoi il est important aujourd'hui de parler de RDRS parce qu'effectivement, lorsqu'on effectue des actions d'enforcement en matière de nom de domaine, on a généralement trois grandes phases, trois grandes étapes. La première étant la détection des cas de cybersquatting. La dernière étant l'enforcement, donc la réalisation des actions de takedown et autres pour aller récupérer des noms de domaine ou supprimer des noms de domaine gênants. Mais entre ces deux étapes, il y a une étape fondamentale qui est celle de l'évaluation naturellement de chaque cas. Et pour évaluer un cas et savoir finalement à qui on a affaire dans un cas de cybersquatting par exemple, eh bien on a besoin d'avoir accès aux données WIS de ces noms de domaine, que ce soit pour des cas d'usurpation d'identité, de phishing utilisant un nom de domaine ou de pur cybersquatting, donc une atteinte à la marque dans le nom de domaine. Il est absolument critique de pouvoir avoir accès à ces informations. Alors, un petit récapitulatif historique, le WIS existe depuis très longtemps, même avant la création de l'ICANN, puisque depuis 1982, on a un WIS existant et fonctionnel, puisqu'il contenait en fait les informations relatives à n'importe quelle personne transmettant des données sur le réseau qui était l'ancêtre d'Internet, qui s'appelait ARPANET. Et donc, effectivement, depuis cette date, on a des informations dans le WIS. Petit rappel historique également, le tout premier nom de domaine qui a été enregistré est nordu.net et ça date de 1985, donc ça date maintenant. Et lors de la création de l'ICANN en 1998, eh bien l'ICANN a tout simplement repris la fonction WIS pour en assurer donc la gestion. Le WIS a toujours été un outil gratuit qui va vous donner accès à toute une série d'informations indispensables et qui sont donc relatives au nom de domaine, que ce soit des informations techniques, d'identification du registrar, des dates, des statuts, mais également et naturellement des informations relatives aux titulaires et aux différents contacts administratifs, techniques et enfin les serveurs DNS. Donc on a accès effectivement à des informations qui sont absolument critiques pour la gestion de dossiers, notamment des dossiers d'enforcement. En 2018, le règlement RGPD est entré en vigueur et à partir de là, on a connu d'énormes difficultés pour accéder aux bases WIS puisque l'ICANN n'a jamais vraiment trouvé de solution capable d'être conforme finalement au RGPD, parti plusieurs fois à nouveau sur une feuille blanche et à un moment donné, l'ICANN effectivement a demandé au registrar
afin justement de protéger ces données personnelles et d'être dans la conformité avec le règlement RGPD, eh bien de supprimer les données du WIS. Et c'est là effectivement, comme le disait Arnaud en introduction, qu'on est arrivé dans une phase de blackout du WIS avec des informations pour les noms de domaine génériques qui n'étaient plus visibles dans cette base de données. L'ICANN, naturellement, avait pour mission d'essayer de trouver une solution à cette situation qui, naturellement, n'est pas tenable pour les titulaires de marque, mais également pour les personnes qui font des recherches et des investigations en matière de cybersécurité ou de cybercriminalité. Et à partir de là, effectivement, l'ICANN est arrivé avec un dispositif qui avait pour objectif de mettre en place finalement un nouveau système. Simplement, il s'est avéré que la mise en place de ce nouveau dispositif coûterait très cher à l'ICANN, on estime à environ 25 millions de dollars, et nécessiterait également beaucoup de temps d'implémentation en termes de développement, et en l'occurrence 3 à 4 ans. Donc l'ICANN a décidé finalement de mettre en place une solution intermédiaire pour restaurer dans une certaine mesure l'accès aux données WIS, et c'est ainsi que l'ICANN a introduit et décidé de mettre en place le dispositif appelé RDRS. Alors rentrons maintenant dans le détail de ce qu'est RDRS et notamment qui sont les utilisateurs d'RDRS. Alors les utilisateurs, en fait, ce seront des personnes physiques, des entités, donc des sociétés qui ont un intérêt légitime pour accéder aux données qui ne sont plus publiques. Et l'ICANN donne un certain nombre d'indications sur qui seront les utilisateurs absolument habituels, on va dire, de RDRS. On pense bien entendu aux sociétés qui font de la protection des marques sur Internet ou de la lutte antifraude, comme CSC par exemple. Mais il peut y avoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, les personnes qui réalisent des investigations en matière de sécurité, ou encore, et la liste n'est naturellement pas limitative, les professionnels de la propriété intellectuelle, qu'ils soient en entreprise ou qu'ils soient dans des cabinets d'avocats ou des cabinets de conseil en propriété industrielle. Donc voilà pour les utilisateurs. Maintenant, on va se pencher sur les caractéristiques, cette fois-ci, de RDRS. Alors, le RDRS, en fait, a pour objectif de pouvoir donc gérer les demandes d'accès à des données de nom de domaine qui ne sont pas donc publiques, donc qui ne sont plus visibles dans le WIS. RDRS constitue ainsi, on va dire, un guichet unique qui est proposé par l'ICANN pour aller effectuer ce type de demande. Et l'objectif du RDRS est de pouvoir connecter les utilisateurs de RDRS, donc les personnes physiques qui ont un intérêt légitime ou les organisations qui ont un intérêt légitime qui sont appelées dans le cadre du RDRS les requestors, donc connecter ces personnes avec le registrar ICANN qui est accrédité pour la gestion du nom de domaine ou des noms de domaine concernés. Donc ça, c'est important et ça, je dirais, apporte une simplification également dans l'identification de qui est le registrar parce que le système, comme vous le verrez tout à l'heure, effectue les opérations de manière automatique et il n'y a pas forcément toute la confusion qui peut régner lorsqu'on n'est pas peut-être habitué à lire la fiche WIS d'un nom de domaine. Une des autres caractéristiques et éléments importants de RDRS, c'est qu'il est possible d'intégrer dans RDRS, au moment de votre demande, des documents qui sont utiles pour la gestion de votre demande de divulgation de données personnelles. Donc, on peut parler de décision de justice, ça peut être une copie des certificats d'enregistrement de votre ou de vos marques, par exemple. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant également de pouvoir attacher, étayer sa demande en ajoutant un certain nombre de documents à celle-ci. Et dernier élément que j'ai voulu souligner également dans les principales caractéristiques du RDRS, c'est la possibilité de flaguer comme étant urgente un certain nombre de vos demandes afin qu'elles puissent être priorisées
par les registrars gestionnaires ou des noms de domaine concernés. Si on parle cette fois-ci, après, on va dire les caractéristiques de l'outil plutôt de ses bénéfices, naturellement, il y a un élément qui est fondamental, c'est qu'on est là avec un élément de réponse de la part de l'ICANN et donc de la communauté et de l'écosystème des noms de domaine, donc de réponse à toutes les personnes pour qui finalement l'accès à ces données WIS est critique. Hein, encore une fois, qu'on fasse de la cybersécurité, de la lutte contre la cybercriminalité, de la protection de la propriété intellectuelle. Et un des autres avantages également, c'est que RDRS va venir introduire un nouveau format finalement complètement standardisé, puisque c'est ce fameux guichet unique pour gérer l'ensemble de ces requêtes qui seront effectuées via le système. L'objectif, toujours dans les bénéfices, c'est d'avoir un système un petit peu plus facile, plus efficace, plus simple à manipuler. L'identification automatique du registrar qui gère le nom de domaine se fait effectivement de manière très simple, et on le verra dans la démonstration. On peut également fournir l'ensemble des informations qui vont permettre de traiter la demande de manière efficace et dans des délais raisonnables. Et également, toujours dans cette logique de guichet unique, et finalement, vous avez un seul modèle de formulaire à utiliser pour l'ensemble des registrars qui sont sur cette planète. Il y en a énormément. Donc cela va également simplifier les choses plutôt que d'aller utiliser des dispositifs divers et variés qui sont parfois propres à chaque registrar. Certains bénéfices également que je voulais mettre en avant, notamment la possibilité d'historiser et d'administrer les demandes que vous ferez dans RDRS, que ce soit des demandes déjà traitées, des demandes en cours, naturellement. Donc vous pourrez la possibilité de les gérer directement dans RDRS, on verra comment. Donc il y a des outils d'administration qui sont d'ores et déjà offerts, et peut-être qu'à l'avenir on verra également d'autres améliorations du système, notamment dans la possibilité d'administrer les demandes. Et également, autre point qui est relativement pertinent, je pense, c'est la possibilité pour vous de créer des modèles de requêtes pour vos demandes. On peut imaginer que vous ayez des modèles de requêtes propres à chaque filiale ou chaque marque ou chaque type de cas que vous rencontrez, avec des modèles de documents que vous utilisez à chaque reprise. Donc ces modèles seront là effectivement pour vous permettre de simplifier toujours la saisie de vos demandes et d'aller plus vite dans la gestion de l'accès aux informations du WIS. Alors si RDRS a effectivement un certain nombre d'avantages et de bénéfices, on y voit également un certain nombre de limites, forcément. La première étant que l'outil RDRS proposé par l'ICANN ne permet d'avoir et de formuler des demandes que pour des noms de domaine génériques. Donc je voulais apporter quelques précisions là-dessus. Donc on parle naturellement des extensions génériques classiques que vous connaissez toutes et tous, comme le .NET par exemple, mais cela inclut également l'ensemble des nouvelles extensions génériques qui ont vu le jour à partir de 2013, donc suite à la décision du conseil d'administration de l'ICANN à Paris en 2012, et on en a un nombre relativement important. Donc le périmètre entier des extensions génériques est concerné par RDRS. Je voulais également apporter une autre précision, qui est que RDRS est avant tout un outil de gestion de vos demandes, une sorte d'outil de ticketing par lequel vous allez effectivement introduire des demandes de divulgation des informations WIS. RDRS ne constitue en aucun cas un outil par lequel vous obtiendrez un accès direct, live, aux données WIS qui seront donc divulguées. Et encore moins un outil automatisé qui vous donnerait effectivement l'ensemble de ces informations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le WIS tel que vous le connaissez et tel que vous continuerez de le connaître effectivement pendant encore un certain moment, continuera d'avoir des données qui sont invisibles
comme c'est le cas depuis un certain temps maintenant. Donc, n'espérez pas de RDRS un accès direct aux données et une divulgation directe des données à l'intérieur du système. Ça n'est qu'un outil de gestion de vos demandes. Une autre limite de RDRS, c'est que eh bien, les registrars ne sont pas obligés de participer à RDRS. C'est optionnel aujourd'hui pour les registrars d'adhérer à ce système. Toujours est-il que l'ICANN et la communauté nom de domaine de manière générale effectuent actuellement une grosse promotion de cet outil et les registrars sont très, on va dire, encouragés à souscrire à RDRS et on voit aujourd'hui de plus en plus de registrars participer à RDRS, qui est plutôt une bonne chose, qui est plutôt un bon signe. Je veux citer par exemple GoDaddy, qui est aujourd'hui le plus gros registrar grand public retail au monde, participe à RDRS, qui est, je pense, un élément relativement significatif ou en tout cas à souligner. Si un registrar décide de ne pas participer à RDRS, cela ne signifie pas pour autant que vous ne pourrez pas accéder ou obtenir la divulgation des informations du WIS. Simplement, cela signifie que vous devrez utiliser d'autres mécanismes, et en l'occurrence, les mécanismes que vous connaissez jusqu'à présent, c'est-à-dire la prise de contact classique traditionnelle avec le registrar par email, par exemple en contactant donc directement le registrar. Donc les extensions également, une des limites qui est la conséquence de ce que je vous disais précédemment, mais effectivement les extensions de type CCTLD, donc les Country Code Top Level Domains du type .fr pour la France, DE allemand, CA Canada et autres ne participent pas au RDRS et ne peuvent pas non plus rentrer dans le système RDRS pour gérer la divulgation des données WIS à des personnes qui ont un intérêt légitime. Alors une autre limite que je voulais souligner de RDRS, c'est que pour l'instant, vous avez vu qu'on a un dispositif plus global qui est cher et qui prend du temps à développer, donc qui s'appelle le dispositif SAD et qui n'a pour l'instant pas été lancé par l'ICANN. Le RDRS étant une solution, on va dire, intermédiaire proposée. Et cette solution intermédiaire, donc RDRS, est pour l'instant ouverte pour une période de 2 ans, qui est indiqué comme étant une période test, qui est le préalable finalement à une ouverture plus globale et à la mise en ligne d'un nouveau dispositif amélioré, qui est le dispositif SAD, une fois que l'ICANN aura décidé de l'implémenter, aura pu allouer des budgets, aura finalisé la définition des contours de cet outil naturellement. Donc, retenez que RDRS, c'est une étape transitoire vers un dispositif plus global sur lequel l'ICANN est en train de travailler et qui doit permettre effectivement de encore mieux gérer l'accès aux données du WIS. Une autre limite, vous le savez, il y a un certain nombre de données qui sont enregistrées, de noms de domaine qui sont enregistrés par des systèmes de proxy ou d'anonymisation ou de privacy. On utilise différents termes. L'ICANN s'est d'ores et déjà positionné sur le cas de ces noms de domaine qui sont enregistrés en utilisant ce type d'outils. Et en l'occurrence, l'ICANN a bien précisé que les demandes de divulgation de données WIS pour des noms de domaine qui sont enregistrés avec des services de proxy devront se faire en dehors du système RDRS, donc en utilisant les informations et les moyens de communication que vous utilisez jusqu'à présent, à savoir principalement le canal email. Donc voilà pour les services de proxy. Alors, si on parle maintenant de RDRS et de son lancement, le lancement a été fait relativement récemment, puisqu'en fait, le service de l'ICANN a été officiellement mis en ligne le 28 novembre dernier.
je vais tout simplement vous en faire une petite démonstration tout de suite via des captures d'écran en fait, que j'ai prises plutôt que d'aller directement en ligne pour faciliter la présentation. Donc on va partir sur la démo du système. Donc la première information à savoir, c'est naturellement l'adresse à laquelle vous pourrez accéder au système RDRS de l'ICANN. Donc l'adresse est très simple, https://rdrs.icann.org. On vous transmettra naturellement les slides pour que vous aurez simplement à cliquer sur le lien pour vous connecter. Et là, vous verrez que vous avez deux possibilités. La première, vous avez déjà un compte ICANN et vous pourrez vous connecter directement au service RDRS avec votre login et votre mot de passe ICANN. La deuxième solution est de vous créer votre propre compte ICANN, ce qui est possible naturellement pour tout le monde. Tout le monde peut se créer un compte ICANN. C'est relativement simple. Je vous ai mis la capture d'écran. Donc, vous avez un nombre d'informations relativement limité à fournir, en l'occurrence votre adresse email et votre nom. Votre nom complet. Et une fois que vous soumettez ces informations à l'ICANN, vous allez simplement recevoir un email de confirmation qui vous permettra donc de valider que votre adresse email existe. Et une fois que la validation est faite, eh bien, vous pourrez simplement, en cliquant sur ce lien, paramétrer votre mot de passe et remplir les informations de votre profil pour votre compte ICANN. Donc là, votre compte ICANN sera effectif et créé. Si vous n'en avez pas déjà, c'est quelque chose qui est tout à fait gérable directement via le site. Une fois que vous aurez votre accès créé, voilà à quoi va ressembler votre page d'accueil RDRS. Donc là, c'est une page qui est vide, sans aucune demande. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont d'ores et déjà présentes. Je vais rapidement parler des petites boxes colorées que vous avez sur la capture d'écran, qui sont simplement des boxes qui vont vous permettre de faire des tris en fonction des différents statuts de vos demandes RDRS. Donc, vous avez des demandes qui sont urgentes, vous avez des demandes qui sont en cours, vous avez des demandes qui ont d'ores et déjà été approuvées, vous avez des demandes qui ont été refusées, vous avez des demandes qui ont été annulées, et vous avez des demandes pour lesquelles eh bien, les informations WIS étaient peut-être déjà visibles dans le WIS, auquel cas ça sera précisé par l'intermédiaire de ce statut. Ensuite, lorsque vous aurez à soumettre une demande pour un nom de domaine dans RDRS, eh bien, vous pourrez cliquer en haut à droite sur le bouton qui s'appelle Create a New Request, qui est le bouton par lequel vous allez effectivement soumettre une demande de divulgation de données WIS pour un nom de domaine. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples via des captures d'écran. Alors, le site de l'ICANN n'est pas très bien fait d'un point de vue ergonomique dans la mesure où les informations sont très verticalisées. Donc, ça rend des captures d'écran qui ne sont pas forcément hyper lisibles, mais j'ai essayé de faire au mieux, en tout cas pour les besoins de cette présentation. Et vous pourrez naturellement accéder en détail une fois que vous serez connecté à RDRS. Donc là, j'ai pris des exemples existants. Alors, en l'occurrence, j'ai pris des noms de domaine issus de décisions UDRP qui ont été rendues dans les derniers jours. Donc là, un exemple de nom de domaine sur un nom schwarzkopf-turquie.com. Et vous voyez que lorsque vous tapez le nom de domaine dans la case prévue à cet effet, lorsque vous soumettez une nouvelle demande, eh bien, vous allez directement avoir une information, là en l'occurrence écrite en rouge avec une croix, qui vous précise que le registrar est IHS Télécom et qu'en l'occurrence, ce registrar ne participe pas à RDRS. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas soumettre cette demande via RDRS. En revanche, et vous allez utiliser donc des moyens de communication classiques dont on a parlé tout à l'heure. En revanche, si vous avez un nom de domaine qui est géré par un registrar
qui participent à RDRS. L'information va être différente et présentée également dans une couleur différente. Donc pareil, j'ai toujours pris un nom dans les dernières décisions UDRP qui ont été rendues. Donc là, j'ai choisi supermarché-i Leclerc. .com, vous voyez que les informations sont différentes. Vous avez la petite coche qui vous précise que le registrar est bien participant à Namecheap. Namecheap est très connu pour héberger des cybersquatters, donc c'est une excellente nouvelle également que un registrar comme Namecheap participe. Et là, vous allez effectivement pouvoir soumettre votre demande en complétant les informations sur cette première page. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui sont optionnelles, donc si vous vous limitez à votre nom, votre prénom et votre adresse email, vous pouvez d'ores et déjà passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est quoi? C'est le détail de votre demande. Alors il y a beaucoup d'infos sur cette slide, mais rassurez-vous, les demandes sont quand même relativement faciles à faire. Et le premier élément sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu, c'est le type de requête et en l'occurrence finalement les précisions sur qui vous êtes et à quel titre en fait vous intervenez. Donc dans ce menu déroulant qui s'appelle Request Category, vous avez 11 catégories différentes qui sont listées et naturellement pour de la divulgation d'informations contenues dans le WIS. Ça, c'est quelque chose qu'on fait généralement quand même plutôt sur la base d'un droit de marque. Donc à partir de là, effectivement, l'élément sur lequel que vous allez sélectionner dans le menu déroulant, c'est généralement le numéro 8, donc qui correspond à IP holder, donc un titulaire de droit de propriété intellectuelle. Mais naturellement, si vous effectuez des investigations en matière de cybercriminalité ou de cybersécurité ou d'incidents de sécurité, vous pouvez sélectionner naturellement la catégorie 3 ou la catégorie 4. Bien entendu, vous adaptez en fonction du cas de figure de votre organisation. Ensuite, un des avantages également de RDRS, c'est que vous pouvez préciser si votre demande de divulgation d'informations WIS est une demande de type standard ou s'il s'agit d'une requête urgente. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez préciser. C'est quelque chose que vous retrouverez dans votre tableau de bord qu'on a vu juste avant sur la page d'accueil RDRS. Attention toutefois, ça n'est pas parce que vous précisez qu'une demande est urgente que le registrar en face va vous garantir un délai de traitement rapide. C'est simplement un flag, un indicateur qui est utilisé pour finalement faire du tri et pas beaucoup plus. Donc, n'attendez pas trop de l'utilisation du flag urgent. La troisième partie relative à cette étape de soumission de votre demande de divulgation d'informations WIS, c'est la sélection des informations du WIS que vous souhaitez obtenir, puisque comme vous le savez, il y a beaucoup d'informations dans les fiches WIS. Moi, je vous conseille très simplement de cliquer sur sélectionner toutes les données. Alors peut-être que si par exemple vous seriez dans un cas de rachat d'un nom de domaine pour lequel les données sont anonymes, peut-être que je vous conseillerais de cliquer peut-être sur moins d'informations en demandant par exemple simplement le nom du titulaire et son adresse email ou peut-être juste son adresse email au moins pour établir la prise de contact, notamment si vous n'avez pas de droit antérieur. Ça peut être une bonne formule également de jouer dans certains cas sur le nombre d'informations que vous allez demander. Si on continue dans la gestion de la demande et la soumission de la demande, alors il y a des informations très simples que vous allez remplir relatives à la jurisdiction, donc le pays concerné. Et ensuite, vous allez détailler dans la deuxième section ici que j'ai intitulée Request Description. Donc, vous allez simplement détailler votre cas et les raisons finalement pour lesquelles vous demandez la divulgation des informations WIS de manière très limitée. On s'est limité à 1000 caractères, donc de toute façon, vous n'allez pas mettre énormément d'informations. Il faut également que ce soit facilement compréhensible par le registrar qui va recevoir la demande. Donc je vous invite à quand même rester relativement mesuré ou limité dans la quantité d'informations que vous allez mettre dans la description de votre demande.
Vous allez ensuite préciser si votre demande est basée sur donc dans cette troisième section, sur une éventuelle décision, donc décision préexistante, où là simplement vous allez cliquer oui ou non. Si vous cliquez oui, vous allez pouvoir donner la date et également attacher le document concerné. Donc ça c'est intéressant de pouvoir le faire. La quatrième section concerne l'éventuelle représentation. Donc, est-ce que vous agissez dans le cadre de votre organisation ou est-ce que vous êtes un avocat, par exemple, et vous agissez pour le compte de votre client qui est le titulaire des droits? Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez préciser ici. Et la dernière section sur cette slide considère l'éventuelle base légale que vous mettez en avant pour soumettre votre demande de divulgation de données WIS via RDRS. Donc des informations qui sont relativement simples à remplir, des informations qui sont relativement rapides également à remplir. À la fin de la page que je viens de vous détailler, vous aurez simplement le bouton Submit qui va vous emmener vers la troisième et dernière étape qui consiste en le récapitulatif de votre demande. Donc, vous allez retrouver ici le détail de l'ensemble des informations que vous avez saisies sur les écrans précédents qui seront relistés donc simplement à titre de récapitulatif. Et là, il y a trois choses à savoir. Donc, la première, c'est que vous avez le récapitulatif complet. Vous avez la possibilité de réaliser un export et la possibilité de soumettre les données. Donc, je vous invite vraiment à respecter cet ordre-là, notamment garder l'export en deuxième. Parce qu'une fois que vous aurez soumis, je ne suis pas certain que vous puissiez réexporter les informations. Et l'export, je le trouve relativement pertinent dans le sens où le système RDRS, en fait, vous exporte un fichier PDF qui est relativement bien présenté, qui récapitule également l'ensemble de votre demande. Et je pense qu'en termes d'archivage des données, des demandes, c'est intéressant pour vous de garder ces exports PDF dans vos dossiers. Donc, je vous invite vraiment à visualiser le récapitulatif, effectuer l'export PDF qui va vous télécharger directement le document et ensuite soumettre votre demande RDRS si si tout vous convient, si elle est conforme. Donc, une fois que la soumission de RDRS est réalisée, vous en avez fini avec votre demande. Et vous avez le message de confirmation qui vous précise que voilà, votre demande a été soumise via le système RDRS de l'ICANN. Donc à ce moment-là, votre demande est automatiquement envoyée dans le portail RDRS du registrar, qui est le registrar qui gère le nom de domaine pour lequel vous avez soumis votre demande. Donc à partir de là, vous pouvez retourner sur votre dashboard ou recréer une nouvelle demande. Donc si on retourne sur le dashboard, donc là j'ai pris une capture d'écran telle qu'elle est visible sur le site de l'ICANN. Et encore une fois, je vous rappelle que vous n'accéderez pas ici aux informations WIS. Si votre demande est acceptée, si votre demande de divulgation de données WIS est acceptée par le registrar, il vous communiquera les informations du WIS par email séparé à l'adresse email de votre compte RDRS ICANN que vous avez renseigné en faisant votre demande. Donc là, vous avez une visualisation des informations sur le portail en fait telles que vous pouvez les avoir lorsque vous avez soumis de multiples demandes et vous voyez les différents statuts submitted, cancelled, pending, denied et autres avec les différentes priorités également dont on a parlé avec les noms de domaine naturellement concernés et vous pouvez faire des tris par date, par statut, par nom de domaine, par priorité. Donc voilà tel que sera visible votre tableau de bord RDRS une fois que vous aurez soumis des demandes de divulgation de données WIS. Le dernier point dont je voulais parler, sans rentrer dans
le détail de l'ensemble du formulaire puisqu'il s'agit du même formulaire. Ce sont les fameux templates qui vous permettent de pré-remplir avec un certain nombre d'informations et de documents les différents champs de RDRS. Donc vous effectuerez exactement les mêmes opérations, simplement vous ne cliquerez pas sur le bouton Create a new request, donc créer une nouvelle demande RDRS, mais vous cliquerez en haut dans le menu sur Templates et à partir de là, effectivement, vous pourrez créer vos modèles de soumission de demande RDRS directement. Donc c'est par là que ça se passe et c'est important de le savoir également puisque ça vous simplifiera la tâche pour la saisie de vos demandes. Alors, les slides donc, que nous partagerons avec vous contiennent effectivement un petit peu plus d'informations si vous voulez rentrer naturellement dans le détail, toujours un petit peu plus de RDRS. Donc, je vous ai mis quelques liens utiles. Je vous ai mis également des liens vers les vidéos que l'ICANN a fait, qui sont disponibles sur YouTube, YouTube qui permettent de voir effectivement comment soumettre la demande. Donc, c'est une représentation de ce que je vous ai montré ce matin, mais ça peut être utile de le revoir peut-être en plus du replay de ce webinaire si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Il y a également une vidéo YouTube qui est dédiée à ces fameux templates, ces modèles dont je viens de vous parler. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à ces différents liens pour avoir des informations supplémentaires. L'ICANN met très régulièrement à jour ces informations sur RDRS, donc n'hésitez pas. J'en ai fini pour ce qui concerne ma présentation et je vais repasser la main à Arnaud et je vous remercie naturellement pour votre attention.